Bon, bonjour, on va essayer de faire une petite formation en ligne pour voir un peu comment ça fonctionne. J'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de choses-là, mais bon, on verra ce que ça donne avec le matériel du bord. Alors, la formation que je vous propose aujourd'hui, en tout cas sa première partie, c'est sur l'idée du flux de travail en post-production, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qu'on va être amené à effectuer sur un fichier photo. Et on verra ensuite comment, dans ce flux de travail, peuvent intervenir un certain nombre de logiciels, dont en particulier Lightroom, sur lequel je m'appesantirai un petit peu. Alors, il ne s'agira pas non plus de faire une présentation détaillée, exhaustive de toutes les fonctions de Lightroom. Ça, c'est de l'ordre du mode d'emploi, et on pourra trouver ça quasiment n'importe où. Ce qui est plus intéressant de mon point de vue, c'est de vous montrer comment moi je travaille, à titre d'exemple, comment je travaille avec Lightroom, quelles sont les fonctions que j'utilise, quelles sont les fonctions principales dont on peut disposer, et en fonction de ça, eh bien, on verra comment on peut organiser le travail de production, de post-production jusqu'au bout. Donc, le flux de travail en photographie, avec tout d'abord un certain nombre de questions qui se posent sur la notion de flux de travail qu'il faut d'abord définir, bien sûr. Et avant de le définir, on a un certain nombre de questions à se poser. La première question a à voir avec ce qui se passe au moment de la prise de vue et surtout entre la prise de vue et la photo terminée. Alors au moment de la prise de vue, ça on l'a vu dans le cours débutant, avant et au moment. Là, la deuxième partie, finalement, c'est une fois que la photo est prise, qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'où on va avec ce fichier qu'on récupère dans l'appareil photo. Donc ça va nous amener à parler de format de fichier et pour chacun des formats de fichiers dont on dispose, quelle est la nature des informations qui y sont sauvegardées et ce qu'on peut faire avec. Et automatiquement, il y a une question secondaire qui vient qui est quel est l'impact de ce format de fichier sur le traitement possible des données, c'est-à-dire ce qu'on va faire avec la photo. Est-ce que l'on cherche un traitement automatique, c'est-à-dire par l'aide du logiciel ou de l'appareil photo, mais un traitement automatique qui ne pourra pas être totalement contrôlé, ou très peu, ou voire pas du tout contrôlé suivant les appareils, ou bien est-ce que l'on préfère un traitement manuel, individualisé, auquel cas, bien sûr, ça implique de passer par l'ordinateur et de passer un minimum de temps, on dira jusqu'à beaucoup de temps, devant l'écran. Et en fonction, dernière question, en fonction du type de fichier qu'on aura reconnu, eh bien, il faudra se poser la question de celle de la marge de traitement, jusqu'où l'on peut aller, que l'on soit dans un format RAW ou JPEG, est-ce que c'est la même chose ou pas, et donc quelle est l'influence sur le choix de ce fichier de travail, de ce format de fichier, dès le début de la prise de vue. La deuxième question qui est importante à avoir en tête quand on fait du post-traitement, c'est celle de l'utilisation que l'on prévoit pour sa photo. Est-ce que cette photo est destinée à rester uniquement à l'écran, donc à l'écran de mon ordinateur ou à l'écran d'autres ordinateurs par le biais de partage d'Internet par exemple, ou est-ce que l'on pense la tirer sur papier? Et là, il y aura un certain nombre de contraintes qu'il faudra voir également, dont celle de la taille du tirage que l'on a en tête. La troisième question qu'il faudra se poser, c'est celle du degré de modification que l'on veut apporter à la photo, c'est-à-dire au fichier photo initial. Pour faire simple, un peu schématique, est-ce qu'on veut juste une photo souvenir, donc qui ne va pas être beaucoup travaillée, juste qui nous sert à activer un peu notre mémoire d'un événement ou d'une personne, ou est-ce que l'on cherche plutôt une photo qui sera plus élaborée, plus artistique, avec une recherche d'esthétique, etc. Deuxième sous-question, c'est est-ce que l'on voudra simplement fixer un certain nombre de paramètres qui sont manquants dans les fichiers RAW, ou est-ce que l'on voudra aller plus loin? Dans le premier cas, fixer les paramètres, bon, on reste avec une image qui sera la plus proche possible de ce que l'on a vu réellement. Une photo plus élaborée nous amènera à faire des retouches, peut-être plus conséquentes, et qui nous permettront de s'éloigner plus ou moins de la réalité qu'on avait devant nous au moment où on a pris la photo.
Mais là, je vous renvoie à ce que j'ai pu dire dans le cours de débutant, c'est-à-dire que cette réalité, elle est tout à fait subjective et que rien ne nous oblige à rester proche d'un réalisme qui de toute façon est un peu une utopie. Donc la question sera de, est-ce que l'on va travailler uniquement en retouche globale, c'est-à-dire sur l'ensemble de la photo, ou est-ce que l'on ira jusqu'à modifier uniquement, enfin également, certaines parties en local, certaines parties de la photo. Et pour aller plus loin, on peut très bien imaginer, mais là ce ne sera pas l'objet de la formation ici, ce sera plutôt celle que vous travaillerez avec Philippe Bourdon sur Photoshop. Est-ce que l'on veut apporter des modifications beaucoup plus importantes, voire des retouches, voire même des montages? En tout cas, le point sur lequel je veux réellement insister, c'est celui qui a été central dans toute la durée de ma formation initiale aussi débutant, c'est garder à l'esprit que votre intention en tant que photographe, c'est-à-dire l'idée et la raison pour laquelle vous avez appuyé sur le déclencheur à un moment, c'est cette intention qui va guider l'utilisation de la technologie et pas l'inverse. On voit trop souvent, enfin de mon point de vue, on voit trop souvent des images qui ont été beaucoup modifiées avec des teintes très spéciales, etc. Et on peut se demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça amène. Si ça amène quelque chose à la photo que l'on voulait créer, c'est-à-dire l'impact que l'on voulait avoir, le message que l'on voulait faire passer à quelqu'un, pas de problème, ça c'est bien. Si c'est juste d'abord j'utilise un peu tout ce que la technologie peut faire, puis ensuite je vais voir ce que ça donne, c'est déjà un peu plus douteux, en tout cas pour le projet d'un membre d'un club photo comme le nôtre. Donc, qu'est-ce qu'un flux de travail? J'y reviens. Première question maintenant, c'est au début, à la prise de vue, se pose la question de sous quel format je vais enregistrer mon fichier. Est-ce que je vais utiliser, grosso modo, on a le choix entre deux formats, est-ce que je vais utiliser le format JPEG ou est-ce que je vais utiliser le format RAW, RAW, qui, selon la marque de votre appareil photo, aura une dénomination différente, mais peu importe, c'est toujours la même idée de RAW, c'est-à-dire ce fichier qui enregistre uniquement des données brutes du capteur. Cette décision du format, elle est liée avec des questions que je viens tout juste d'évoquer. La nature de la photo. Est-ce que, si c'est une photo que je veux plus pour le souvenir, je vais pas avoir envie d'y passer des heures devant l'écran, donc un format JPEG dès la prise de vue peut tout à fait faire l'affaire, ou est-ce que c'est une photo plus artistique, auquel cas je pourrais avoir envie d'aller travailler ma photo et j'aurais besoin beaucoup plus, on verra pourquoi tout à l'heure, du format RAW. Deuxième sous-question, c'est quelles sont mes compétences en matière de traitement informatique de l'image. Est-ce que je m'y connais bien? Pas beaucoup, pas du tout en informatique. Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai envie de passer du temps devant un écran, devant mes photos? C'est un peu la même question qui se posait en argentique quand on allait dans le laboratoire pour développer. Est-ce qu'on allait juste développer rapidement ou est-ce qu'on allait passer du temps à faire des essais sur des petits bouts de papier, à faire des masquages, des choses comme ça? Donc le temps dont je dispose pour traiter mes photos, c'est également un point important à prendre en compte pour ce fichier de travail que je vais déterminer avant la prise de vue, je répète. Deuxième question, dans un flux de travail, deuxième étape plutôt, c'est celle du travail à proprement parler sur l'ordinateur. On va avoir plusieurs séquences qu'il va falloir essayer de respecter au maximum si l'on veut être un peu rigoureux et savoir ce que l'on fait. D'abord, il va falloir importer les fichiers depuis votre carte mémoire sur votre ordinateur, physiquement. Deuxième étape sera ce qu'on trouve souvent dans les livres en anglais, editing, c'est-à-dire la sélection des fichiers que l'on va décider de garder. On va déjà procéder à une première étape d'élimination de tous les fichiers qui sont vraiment ratés, flous, très surexposés, très sous-exposés, etc. Et puis ensuite, il faudra choisir celle que l'on va développer en priorité. Troisième étape, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être très utile dès qu'on a un certain nombre de photos sur le disque dur, c'est celle du classement et l'archivage. C'est-à-dire comment est-ce que l'on va repérer ces photos pour les retrouver plus tard, et comment est-ce qu'on va les archiver
avec des mots-clés, avec un certain nombre d'index possibles, de façon à pouvoir faire des tris à la manière d'une base de données. Une fois qu'on aura procédé à ces premières étapes, ce qui correspondra d'ailleurs sous Lightroom au premier module, on passera au module développement, c'est-à-dire à proprement parler, à la partie où l'on va fixer les paramètres qui manquent dans un fichier RAW, et puis c'est ce qu'on appelle la dérotisation, ça c'est au minimal, on va fixer un certain nombre de paramètres, et puis derrière on verra si on veut ou pas améliorer cette image, améliorer globalement ou localement comme on l'a vu. Et dernière séquence éventuelle, est-ce que l'on veut aller jusqu'à une phase de post-production beaucoup plus poussée, c'est-à-dire d'apporter des modifications légères, ça peut être d'enlever un petit bout de lampadaire qui dépasse à un endroit et qui nous embête, ça c'est vraiment minime, c'est facile à faire, ou des modifications beaucoup plus importantes, d'enlever des personnages, de rajouter des éléments, etc. dans l'image. Dernière séquence d'un flux de travail, qui là est double parce qu'elle est en parallèle, elle dépend de l'intention qu'on avait au départ avec la photo, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma photo? Est-ce que je vais garder un fichier que je vais uniquement utiliser sur un écran, ou est-ce que je vais décider de l'imprimer sur du papier? Et les deux solutions ne sont pas incompatibles, on peut avoir les deux, avec possiblement d'ailleurs des choix techniques qui sont différents dans les deux cas, ce qui peut nous amener d'ailleurs à doubler les photos que l'on gardera sur le disque dur. Donc ce choix de qu'est-ce que je vais faire de ma photo va avoir un impact sur le choix du traitement, l'étape 2, et va avoir un impact sur les aspects techniques, c'est-à-dire des choix d'espace de couleurs. Ce ne sera pas la même chose si on veut imprimer une photo avec le maximum de qualité en fonction d'une imprimante bien sûr dont on dispose, que si l'on veut garder une photo à l'écran pour aller sur internet, où là on aura besoin d'un espace de couleur beaucoup plus petit, puisque de toute façon si on garde l'espace de couleur maximum dans ces logiciels de travail, ils sont automatiquement transposés en espace de couleur minimal au moment du passage sur internet. Quelques petits rappels maintenant sur ce qu'est l'image numérique. Ça va rappeler deux, trois éléments que j'ai abordés dans le cours débutant. Que se passe-t-il exactement quand on appuie sur le déclencheur? Donc le capteur de l'appareil photo va percevoir la lumière par l'intermédiaire de l'objectif et va enregistrer toutes ces informations brutes qu'il capte sous des éléments qu'on appelle généralement des données de luminance. Et selon le mode que l'on a sélectionné au niveau de l'appareil photo, donc on a généralement trois modes d'enregistrement possibles, RAW, JPEG ou bien RAW plus JPEG, auquel cas on a deux fichiers qui sont enregistrés, l'un dans un format, le second dans l'autre format. Donc selon le cas, l'appareil va soit enregistrer toutes ces informations brutes dans un fichier, et uniquement ces informations brutes, c'est ce qu'on va appeler le fichier RAW, ou bien appliquer à ces informations un traitement minimal en termes de balance de blanc, de contraste, de saturation, d'amélioration de la netteté, de réduction du bruit. Vous voyez, un certain nombre de paramètres qui n'existent pas directement dans le fichier RAW, et enregistrer ce résultat global dans un fichier qui sera dans ce cas-là un fichier JPEG. Ce fichier JPEG, eh bien, on n'a pas beaucoup la main mise dessus en termes de contrôle du développement, puisque c'est l'appareil photo, via le logiciel du constructeur, qui va décider entièrement des opérations à apporter à cette photo. Alors on peut apporter un certain nombre de modifications de base dans les menus de l'appareil photo, les menus de paramètres, mais il faut bien comprendre que ces paramètres ne portent que sur le format JPEG. Si on utilise un format RAW, ces paramètres des menus ne servent strictement à rien, ne sont pas enregistrés. Ou bien donc l'appareil photo va enregistrer les deux formats, un fichier RAW, un fichier JPEG. Alors il faut bien comprendre qu'une image ne se définit pas seulement par ce qu'elle représente, parce que le numérique, lui, l'ordinateur,
il ne comprend pas qu'il y a une image qui représente une personne, un paysage, un animal, etc. Donc elle se définit surtout par des caractéristiques comme la luminosité, des tonalités de couleurs, des contrastes, etc. Et il faut voir bien qu'une image qui a des caractéristiques différentes, en termes de luminosité, couleur, contraste, netteté, etc., même si elle représente exactement la même chose avec le même cadrage, n'est pas la même image exactement. C'est-à-dire qu'on aura deux photographies différentes si on a changé des valeurs de tonalité, de luminosité. Donc le JPEG intègre tous ces paramètres et il implique que certains choix de traitement sont faits par l'appareil. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il faut bien comprendre qu'on ne pourra plus les modifier après coup, ou alors on aura moins de latitude pour les modifier, tout simplement parce que une autre caractéristique du format JPEG, c'est qu'il est destiné aussi à prendre moins de place. Donc il est compressé, et compressé, ça veut dire qu'un certain nombre de données ont disparu du fichier, et ces données qui ont disparu, on ne pourra plus les récupérer, et donc on aura moins de latitude pour modifier l'image, puisqu'il manquera des données au fichier. Sur un fichier RAW, les caractéristiques de l'image que l'on a vues tout de suite ne sont pas enregistrées. Luminosité, couleur, contraste, netteté, etc. C'est à nous, photographes, de les interpréter lors de la phase de post-traitement. C'est à nous de dire au logiciel, quelque part, que l'on souhaite appliquer tel degré de luminosité, tel degré de contraste, etc. On va ajouter ces informations aux informations brutes pour qu'il en fasse enfin une image. Le fichier RAW n'est pas une image. Le fichier RAW ne peut pas être vu. Quand vous voyez un fichier au dos de l'appareil photo, ou quand vous voyez votre fichier RAW qui apparaît dans le logiciel de traitement au début, il faut bien comprendre qu'il a été, dans un premier temps, artificiellement transformé en JPEG. Et c'est à vous ensuite de modifier les données qui ont été ajoutées pour faire l'image et à les modifier pour en faire votre propre image. En fin de compte, on voit souvent des gens qui comparent le format RAW au négatif argentique. C'est tout à fait la même chose puisque ce format RAW doit être développé, dérotisé, disent certains, de façon à ce qu'on le transforme en image. Alors, pourquoi ou bien dans quelle situation on va utiliser un format JPEG plutôt que RAW ou l'inverse? Tout dépend de l'utilisation finale de la photo. En JPEG, on va privilégier ce format quand la qualité de base de l'appareil suffit. Ou bien quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas l'envie de consacrer du temps nécessaire au traitement de l'image. Donc vous voyez, ça dépend de la finalité que l'on veut attribuer à l'image. Une image souvenir rapide, comme ça, n'a pas besoin d'être traitée et le JPEG lui ira très bien. Le RAW, c'est au contraire, chaque fois que l'on recherchera la qualité la meilleure possible, chaque fois que l'on voudra se donner les moyens de retravailler ces photos pour en faire exactement ce que l'on veut. Alors quand je dis que le JPEG ne peut pas être travaillé, c'est faux, on peut le travailler, mais on peut le travailler dans une mesure beaucoup plus limitée, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les données, un certain nombre de données ont été perdues lors de la compression. Un autre point à aborder, c'est celui des besoins du photographe, quand il développe ses photos. On peut avoir une photo que l'on va imaginer, quand on va la développer d'une certaine façon, et cette image, elle va rester sur notre disque dur, et puis le temps va passer, et puis peut-être qu'un jour, on aura appris d'autres choses, d'autres techniques, ou on aura d'autres visions qui nous feront réfléchir au fait que cette image que j'ai gardée tel jour, peut-être que j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre. Et bien sûr, si on a modifié le fichier d'origine de l'image, eh bien, on ne pourra pas récupérer toutes les données de base du fichier RAW. On ne pourra pas revenir à la prise de vue. Donc on va avoir deux types de logiciels qui vont nous permettre de travailler en post-production. C'est ce qu'on appelle des logiciels qui utilisent soit un traitement destructif, soit non destructif. Quand le logiciel agit directement sur le fichier numérique, tout retour en arrière est quasiment, mais presque toujours impossible, une fois que l'image est sauvegardée. Parce que ces modifications qu'on a apportées sont intégrées directement
à l'image. C'est ce qu'on appelle le traitement destructif. On ne peut pas revenir en arrière. Deuxième cas, c'est le cas maintenant le plus fréquent et c'est celui qui nous intéresse, le logiciel va enregistrer toutes les modifications qu'on a apportées dans un fichier séparé. Alors ce fichier séparé, il peut être caché ou pas. Peu importe, ça c'est de la cuisine interne au logiciel. Ce qui va nous permettre de retrouver toutes les données de départ, le fichier RAW d'origine, si on a besoin de retraiter de zéro, ou bien alors intégrer dans ces données complémentaires, on va trouver le plus souvent un historique, c'est-à-dire une liste de toutes les opérations qui ont été faites les unes après les autres dans le logiciel, et cet historique nous permet de retracer, y compris à rebours, revenir en arrière sur les différentes étapes du travail. Donc on a cette possibilité de remonter dans l'historique. Alors attention, tous les logiciels ne sauvegardent pas l'intégralité de l'historique. Lightroom le fait, Photoshop ne le fait pas. En tout cas, pas à ma connaissance. On garde à l'idée que l'image enregistrée sur le disque est l'image originale. Et donc, on peut toujours y revenir pour des traitements ultérieurs. On a un gain de place sur le disque dur également par le biais de ces logiciels non destructifs parce que une seule image est sauvegardée. Chaque fois que je vais avoir d'autres images que je vais vouloir développer d'une façon ou d'une autre, par exemple une couleur, un noir et blanc, eh bien, ce qui est enregistré sur le disque dur, ce n'est pas deux images différentes en plus de l'image d'origine, ce qui ferait trois fichiers photos sur le disque dur. On aura le fichier d'origine, le RAW, et on aura deux fichiers qui sont beaucoup plus petits, puisqu'il ne s'agit que de commandes, qui seront enregistrés à part. Donc on a un gain de place énorme et on peut se permettre d'avoir différentes versions de la même photo sans monter sur des espaces de disque absolument faramineux. Il y a une conséquence pour le traitement dit non destructif, c'est on va faire une différence entre l'enregistrement, c'est-à-dire j'enregistre dans mon fichier avec les modifications, et exportation, j'exporte depuis mon logiciel de traitement, j'exporte mon fichier en y intégrant cette fois-ci les données de base RAW plus les données modifiées que j'y ai apportées pendant le traitement, généralement sous forme d'un format PNG ou JPEG le plus souvent. Et donc, cette exportation va enregistrer sur le disque un nouveau fichier photo intégral. On aura là une différence. C'est important à avoir la différence parce que dans Lightroom, certaines des opérations qu'on va avoir à faire n'auront pas d'impact sur la sauvegarde sur le disque dur. D'autres auront un impact sur les sauvegardes sur le disque dur. On reverra ça donc au fur et à mesure. Deuxième point dans les besoins du photographe, c'est il faut arriver à se définir un flux de travail personnel. On a vu tout à l'heure ce qu'était le flux de travail de façon globale, mais il est évident que chacun a sa manière de travailler. Chacun veut aller jusqu'à un certain point, pas forcément tout le monde de la même façon. Certains comprennent un certain nombre d'outils dans le logiciel rapidement, d'autres vont maîtriser d'autres outils. Donc chacun va se faire un peu son cheminement, et ce qui est important, c'est d'arriver à garder en tête la méthodologie de ce cheminement, de façon à savoir le répéter le plus souvent possible, avec les variations minimes, et ça fera un gain de temps absolument faramineux quand on voudra vraiment travailler beaucoup de photos.